Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 18 mars 2022. Aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment, qui fait pas grand chose, donc on ira encore une fois très vite dessus. Bon, hier, on avait parlé des divergences de momentum, etc. Donc, d'une consolidation, on est en train de consolider. On parlera également un petit peu d'order flow, on parlera rapidement d'Ethereum, qui continue d'être un petit peu plus bullish que le Bitcoin, et on parlera de Cardano. Donc, je devais déjà en parler cette semaine, mais bon, à chaque fois, j'étais pris un petit peu par la macroéconomie. Du coup, on se le fait aujourd'hui, on va voir si Cardano est intéressant ou non, les stratégies qu'on pourrait faire, etc., etc. Alors, du coup, le Bitcoin toujours dans sa phase de contraction, on n'a toujours pris aucun directionnel, donc on reste coincé entre nos creux et nos sommets précédents, il n'y a toujours aucune direction qui a été prise, donc ça en daily c'est bon, on avait vu hier le momentum bullish, etc. Donc les acheteurs là ont les cartes en main pour déclencher un breakout, mais pour l'instant ne le font pas. Je pense que c'est corrélé pour l'instant au marché américain, qui pour l'instant le plus gros indice, hein, donc les gros indices S&P Nasdaq, pardon, qui ne déclenchent rien pour l'instant. Donc le S&P qui est sur sa résistance mais qui ne la break pas pour l'instant, donc on doit absolument casser cette résistance et ce range pour déclencher un directionnel haussier sur le S&P 500. Le biais qui deviendrait bullish serait une bonne chose, hein. Depuis que le biais est bearish, on est bien dans un mouvement baissier. Si le biais redevient bullish, on pourrait reprendre une tendance haussière. La dynamique pourrait confirmer cela, et donc le prochain objectif serait la zone de rechargement de short. Ce qui est vachement intéressant, c'est que la journée d'hier a été haussière, donc il n'y a aucun problème, ça a bien été pris par le marché, le discours de la Fed. Et également, le momentum redevient haussier sur le S&P 500, il y a eu la divergence haussière. Je vais venir chercher ça ici, hop. Donc là, on a eu la divergence haussière ici, c'est super, donc signe de momentum haussier. Et ce qui arrive après une divergence haussière, c'est soit un W qui donc indique une reprise de dynamique et généralement un marché haussier, soit simplement une consolidation et une cassure baissière. Donc là, on a déjà la divergence, on est au niveau de la résistance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la cassure pour être vraiment bullish. Je retourne sur BTC ici, mais à noter que le Dow Jones, donc un autre indice américain, a déjà breaké, lui. Hier, il a breaké, donc c'est super. Je crois que je peux choper le Dow Jones Future pour voir un petit peu où ça en est aujourd'hui. Où est-ce qu'il est? Alors... Ok, mais je voulais pas vraiment lui, donc je vais pas me focus sur lui, c'est pas grave. On va rester ici, donc à voir pour la journée d'aujourd'hui sur le Dow Jones, mais bon, breakout haussier, super. Même si on ouvre ici aujourd'hui ou autre, breakout est confirmé, il n'y a pas de problème. Donc le Dow Jones c'est le premier asset à breakout, on avait vu ensemble qu'il avait déjà fait ses W, donc Dow Jones est l'indice le plus bullish entre le Nasdaq et le S&P 500. Et c'est super bon signe, si le S&P et le Nasdaq suivent, ça veut dire qu'on peut retrouver des flux de capitaux dans les assets à risque et donc dans les crypto-monnaies derrière qui sont des assets à risque. Et j'ai fini ici pour la macro du coup, donc on aura commencé par la macro. Rapidement le Bitcoin court terme, alors du coup le BTC court terme on revient ici, hop. On avait vu la divergence baissière hier, il me semble, hein. Oui j'ai dû le voir avec vous dans le brief YouTube. Du coup consolidation, c'est ce qu'on est en train de faire exactement à l'instant T. On est en train de former une divergence haussière qui est déjà confirmée, pour d'autres ils attendront le cross des zéros, pour moi c'est déjà confirmé ici, mais j'aimerais voir le cross des zéros quand même. Parce que j'ai déjà eu des mauvaises surprises avec un momentum qui refait ça derrière, ça arrive assez souvent d'ailleurs. Donc absolument le cross des zéros, mais à l'instant T on reprend momentum haussier, ce qui veut dire que hier c'était une journée de consolidation, plutôt baissière d'ailleurs, enfin, une consolidation qui tend quand même à faire des creux et des sommets descendants. Et du coup si le momentum redevient bullish, donc dans les mains des acheteurs, bon bah les acheteurs ont la possibilité de reprendre un mouvement dynamique et de donc cette fois-ci de vraiment défoncer cette résistance ici. Rappelez-vous, le niveau important, court terme il est là, un niveau extrêmement important c'est lui, 42 005. Une fois qu'on s'affranchit de ce niveau et de ce niveau, on peut se diriger à nouveau dans le haut du range. Et la vraie confirmation haussière, c'est la cassure du range. Parce que là, quoi qu'il en soit, on reste dans le range bien évidemment. Même si on casse ces niveaux, c'est pas tout the moon direction 60 000. Le direction 60 000, si ça doit arriver, c'est absolument en cas de cassure des 46 000 $. Ok? Donc là, le Bitcoin, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Ce qui est vachement intéressant, c'est au niveau plutôt order flow. Au niveau des exchanges spot. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur les spots, on a des CVD qui chutent, ce qui veut dire qu'en gros, on a beaucoup de sell market qui est fait actuellement. Donc en gros, des gens qui vendent au marché. Mais le prix ne baisse pas. On voit ici que là, il y a vraiment des mecs qui viennent vendre du Bitcoin sur Coinbase et sur Binance, etc. Là, je suis sur Coinbase, mais si je viens sur Binance, c'est exactement la même chose. Depuis hier soir, on a une pression rendeuse qui s'est accentuée et qui a commencé un petit peu avant sur Binance d'ailleurs. Mais le prix ne chute pas. Donc deux interprétations possibles. Soit on est en train de distribuer, on est en train de le dissimuler, c'est-à-dire qu'on vend un maximum et on essaie de maintenir les prix à des prix, enfin on essaie de maintenir le prix à un niveau intéressant pour distribuer. Deuxième autre possibilité, ok, c'est qu'il y a de l'accumulation cachée, c'est-à-dire qu'en gros, là il y a des mecs
qui envoient la sauce côté vendeur, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent au marché, sell market, sell market, sell market, sell market. Sauf que le prix, il chute pas en fait. Sur Coinbase, on a commencé à distribuer, enfin à vendre, pas distribuer, à vendre beaucoup avec pression depuis le 17 mars à 15h environ. Donc c'était ici, pendant la session US d'ailleurs. Mais le prix est déjà revenu à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, il y a eu une grosse pression vendeuse, mais le prix se retrouve toujours à 40 700. Avec une pression vendeuse aussi importante, si les vendeurs étaient vraiment forts, normalement on est censé chuter, mais là on chute pas. Donc ça veut dire que derrière, il y a des mecs qui achètent en buy limit. Qui eux mettent leurs ordres tranquillement dans leur order book, et ça je le vois ici. Mais du coup, hop, là on le voit. Mais eux tranquillement, leurs ordres ils sont exécutés, donc des bitcoins tranquillement, par-ci par-là. J'ai pas les valeurs malheureusement, elles veulent pas s'afficher, je sais pas pourquoi ça bug. Là, peut-être ça va marcher là. Voilà, 6 bitcoins, 7, 8, 10, tranquille, ça accumule. Ou ça distribue, bien évidemment. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les vendeurs mettent la pression pour faire baisser les prix, n'y arrivent pas, et derrière, il y a des acheteurs qui achètent tranquille en limite. Donc, faut penser logique et réfléchir en range. C'est-à-dire que dans ce range, il y a des vendeurs qui foutent la pression mais qui ne font pas chuter les prix, et derrière, des acheteurs tranquilles qui mettent en limite et qui, eux, arrivent à maintenir les prix. Et donc, comment savoir si c'est une accumulation de distribution? Bah, faut laisser le marché décider. Le marché décidera si on s'affranchit de la résistance. Dites-vous que tous les mecs qui ont mis la sauce ici pour vendre, bah, ont vendu, donc n'ont plus de bitcoin. Donc, si le bitcoin continue de monter et qu'ils reveulent du bitcoin, ils vont soit devoir attendre que le prix rechute, sauf que si le prix ne chute pas, bah, c'est des mecs qui vont devoir tout simplement acheter. Ok? Et ils vont devoir acheter plus haut. Donc, pensez simplement offre et demande. Si ici, il y a quelqu'un ou des gens qui mettent la sauce niveau offre, mais que le prix ne chute pas, bon bah ces mecs vont devoir acheter et plus haut, ce qui fait que l'offre qui a été proposée ici, ça va peut-être devenir de la demande plus haute. En gros, la demande va se téléporter en gros au nord, c'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui vend ici, bon bah si le bitcoin monte et qu'il en veut, bah, il n'a pas le choix d'acheter ou de rester en dehors du train, mais plus ça monte, plus il est frustré, plus il va devoir acheter plus haut. Ok? Et donc là, en termes de psychologie, du coup, quel pourrait être le sentiment si c'est des retails, donc des particuliers qui vendent ici depuis hier parce qu'ils ont peur, et du coup des wells qui accumulent derrière? Il se passe quoi? Bah, il se passe simplement que les retails qui ont vendu ici vont devoir recourir après le prix. Et si le prix monte et s'arrête très peu, fait très peu de dip, bon, bah, il y aura un paquet de gens qui auront vendu ici le bottom avant justement l'accélération du prix et un éventuel short squeeze si ce short squeeze arrive. Ok? Ou alors, simplement, si c'est de la distrib, bon, bah, les gens, là, en gros, là, il y a plein de gens qui veulent acheter du bitcoin à 40 000, sauf que les mecs distribuent tranquillement, vendent. Une fois qu'ils ont fini de distribuer, ils accélèrent, hop, merci, au revoir. Ok? Donc la résolution de cette zone ici va être extrêmement importante. Ok? Et ça, c'est sur tous les exchanges, hein, que ce soit sur Coinbase, etc. Et sur les contrats perp, c'est assez similaire, dans le sens où il y a beaucoup de pression vendeuse, ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de short market au marché. Est-ce que je peux avoir ça ici? Tac. On va aller sur un Binance Future, par exemple. On va passer en 15 minutes. Hop. Ici. Là, il y a un CVD qui chute. Ce qui veut dire qu'il y a plus de sell market que de buy market. Ok. Donc, on peut imaginer qu'il y a pas mal de shorts qui s'exécutent ici et que ces shorts sont avalés par des mecs qui achètent en limite, tout simplement. Ok. C'est juste qu'on peut interpréter. Et que si, grosso modo, on regagne cette zone ici, là, bah là, ça peut déclencher un short squeeze parce que tous les mecs qui auront shorté ici, je vais y arriver, auront la tête sous l'eau. Également, une zone très importante sur Binance Future. Hop. Voilà, là, ça se voit bien. C'est cette zone ici, où là, il y a pas mal d'ordres de vente en limite qui sont posés. Ok. Et donc là, par contre, le CVD, il monte, ce qui veut dire que là, il y a plein de gens qui ont buy market dans ces ordres de vente. Donc là, il y a plein de mecs qui ont long dans ces ordres de short, et pour l'instant, on maintient cette zone. Donc ce qu'il faut retenir aussi sur Binance, c'est que là, il y a des mecs qui short tranquillement dans cette zone, sont en train de filer leur short. Si on rejette, et ben ces mecs, c'est des whales qui donc auront réussi à rejeter les prix et vont essayer de prendre profit sur leur short plus bas. Ok. Par contre, si on s'affranchit de cette zone sur Binance, bah là, c'est clair que ça ouvre les portes à un short squeeze parce que tous les mecs qui auront déclenché du short ici pourront se faire liquider. Seront des gens à liquider, donc ce qui pourrait accélérer les prix. Et si c'est du gros levier, bon bah ça peut faire un short squeeze. Même chose qui s'est passé ici. Où là, il y a des gars qui ont shorté comme des fous en limite. Donc là, ils ont mis plein d'ordres short ici, tranquille. Donc leurs shorts ont été fill. On voit qu'il y a des mecs qui ont comment dire en français, qui ont foncé tête baissée en achetant ces ordres de vente, en gros. Ces mecs ont été coincés dans leur short, derrière, bam, gros short squeeze. Ok.
On est venu complètement nettoyer les shorts d'ici. Et derrière, bon, on est aussi venu nettoyer les longues, donc les mecs qui ont du FOMO ici, comme des oufs, là, ok. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que cette bougie pourrait arriver si on s'affranchit de la même zone comme on l'a fait ici. Vous voyez ici, là, dès qu'on est venu s'affranchir de ça, pam, gros breakout. Bah là, ça pourrait être pareil, parce que là, il y a beaucoup de mecs qui sont en train de shorter dans cette zone. Ok? Tout simplement. J'ai fini pour le Bitcoin, moi j'ai encore pas mal traîné dessus. Ethereum, rapidement. Ethereum qui confirme son W Daily, on attendait une bougie, du coup on voulait une bougie un petit peu plus haussière, on l'a eu. Donc Ether est le premier asset, enfin, valide un W Daily avant le Bitcoin, donc Ether est un petit peu plus bullish, oui je vais y arriver, que le Bitcoin. Le momentum est haussier, il en faut un petit peu plus pour avoir une meilleure confirmation momentum, donc là il faut une journée haussière encore pour avoir un momentum encore plus haussier. Mais Ethereum a de l'avance sur le Bitcoin, son biais est devenu bullish, là au Bitcoin ce n'est pas encore le cas je crois. Ah, j'ai pas le biais ici, je vais le mettre. Ah si, le biais est devenu bullish aussi sur Bitcoin. Bon signal également, tant qu'on reste au-dessus des EMA, donc EMA 9, EMA 18, c'est bon signe. Et là ce qu'il faut également c'est maintenir aussi la ligne de coup sur Ether et maintenir les EMA ici pour se rediriger vers la prochaine résistance. Le vrai signal technique sur Ethereum, c'est la cassure des 3300, donc il y a encore de la marge. Mais peu à peu, on commence à avoir des petites structures qui nous amènent à penser qu'un bottom tend d'être posé ici. Un petit peu comme le Dow Jones, hein, qui avait déjà fait son W, là où le King S&P n'avait pas fait le sien, il n'a toujours pas fait le sien encore d'ailleurs. Alors, et du coup, ETH-BTC qui continue son bout de chemin, on en a parlé ensemble, mais Ethereum a de grandes chances de surperformer le Bitcoin tant que Bitcoin a une volatilité plus ou moins faible. Donc si le Bitcoin monte doucement mais sûrement, Ethereum devrait monter plus parce que Ethereum BTC redevient bullish. Ce qui veut dire que Ethereum surperforme le Bitcoin. On a eu un signal de bottom ici. Donc tant qu'on maintient les 0,064, on est plutôt haussier sur la paire Ethereum BTC. Donc il faut s'attendre à du retracement. Et donc s'attendre à un Ethereum qui performe mieux que le Bitcoin. On a cassé la trendline ici, c'est super bon signe. Ce qu'il faut, c'est confirmer la dynamique haussière de l'autre côté pour se diriger au moins au niveau des 0,382 qui est notre prochain objectif. Et donc j'ai fini pour Ether et Bitcoin, le point macro a été fait. Je pense que lundi on parlera des stocks blockchain, donc de Riot, Mara et Coinbase, qui ont des signaux très intéressants, mais j'attends un petit peu la journée d'aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus. Mais des signaux très intéressants sur Riot et Mara pourraient booster un petit peu les crypto-monnaies, car Riot et Mara peuvent être des précurseurs des mouvements des cryptos, car ce sont des assets blockchain qui se traitent directement sur les marchés traditionnels. Donc ce sont généralement des assets qui vont être privilégiés par de la smart money, contrairement à des altcoins par exemple, mais prendre des actions qui tournent directement autour de la blockchain et des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, publication des chiffres sur Riot, et d'après TradingView, c'est pas très correct à voir. Faudrait que j'aille voir un petit peu si c'est correct ou non. Ça peut être sous les estimations, mais ça peut être très correct quand même. Donc, à voir, ouais. Bon, il y a une estimation à 89 millions, mais on a reporté 64. Mais ça peut être des bons chiffres quand même, faudrait aller voir ça sur Finviz. Mais ça, je reviendrai dessus peut-être lundi. Et du coup, pour finir, Cardano ici. Alors, Cardano, bon, on en parlait quand il était vertical en août. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. On n'achète pas du tout un marché qui est vertical. Ok. On achète quand c'est horizontal, donc quand ça consolide. Exemple, ça. Oui, c'est long, mais plus c'est long, plus ça peut être puissant derrière au niveau de la progression des prix. Par exemple, ADA BTC fois BTC USD pour qu'on puisse choper tout l'historique de ADA. Parce que ADA, il date, hein, il remonte depuis très longtemps. Vous voyez comment ADA a consolidé longtemps avant de refaire un cycle haussier. On achète quand c'est horizontal, il faut être patient et quand les W se montrent. Exemple, ici, là il y a un big signal d'achat sur ADA à 17 centimes. Mais on n'achète plus quand c'est hyper vertical. Ok. Et si on investit, bon, on investit quand les prix chutent pour baisser son prix moyen d'achat, avoir des prix intéressants. Je retourne sur ADA USDT sur Binance, ici. Alors maintenant, on est où? Bon, on est en zone de rechargement. Dites-vous qu'un investisseur plus ou moins professionnel va déjà investir dans cette zone. Tout ce qui était donc au-dessus des 1,18$, ça n'intéressait pas un professionnel qui ne voulait pas accumuler dans cette zone. On peut aller voir sur Trading Light si je peux choper des zones d'accumulation, enfin voir s'il y a des mecs qui attendent avec des gros ordres à des endroits stratégiques. Alors, je vais essayer de vous choper ça. Alors, ok. Bon, déjà en ordre d'achat, ça a pas mal acheté ici. Dans les 78 centimes, il y a eu des millions de ADA qui ont été achetés ici. Très intéressant. Également, il y a d'autres grosses ordres qui attendent dans les 75 centimes, 70 centimes,
65 centimes, 51 centimes. Donc qu'est-ce que fait la smart money actuellement? Et là on le voit, c'est flagrant, la smart money elle achète simplement un marché qui chute. La smart money a probablement acheté du Cardano, alors ici, puisqu'il y avait pas mal d'ordres qui attendaient, qui ont été fill. C'est une zone qu'on a travaillé, ils ont peut-être revendu derrière pour faire une plus-value rapide. 20% c'est déjà très bien. Enfin sur les altcoins c'est minable, mais pour la smart money c'est pas mal, sur des gros montants. Et derrière pareil, ils ont racheté un petit peu ici, et leur but, ce qu'ils font avec le Cardano, c'est qu'ils sont en train de l'accumuler doucement mais sûrement. On voit ici, ils ont filé des gros ordres. Ici à nouveau. Ici pareil. Ça file des gros ordres. Ici aussi. Mais vous voyez, ils le font sur la descente. Plus le marché baisse, plus eux, ils accumulent, tout simplement. Et c'est la stratégie que vous devez adopter. C'est-à-dire le DCA, mais de façon intelligente. Parce qu'il y a le DCA qui peut être fait de la façon suivante. J'achète toutes les semaines. Mais si on est dans une parabole, oui, t'achètes toutes les semaines et tu te retrouves à acheter là-bas. Non. Le DCA, pour moi, il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire, je localise mon trade, zone de rechargement, c'est bien, et je fais mon DCA exclusivement déjà quand on est en zone de rechargement. Et ensuite, j'essaye de le faire, pas forcément toutes les semaines, mais j'essaye de le faire avec un prix qui chute. C'est ça la base du dollar cost average, de diminuer son prix moyen d'achat. Parce que si j'achète sur un marché qui monte, oui, mais je peux acheter en fin de mouvement et je me retrouve coincé et j'ai acheté du ADA là-bas. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Donc le but, c'est de le faire comme la smart money, et là on le voit très très bien parce que bon, là c'est des outils qu'on utilise, mais la smart money en temps réel ne laisse pas trop de traces. Là vous le savez pas si on regarde ça, vous comprenez ce que je veux dire? Là on arrive à voir les traces que laisse la smart money. Et là c'est évident que la smart money achète vers ses ordres, mais elle a déjà programmé, ça veut pas dire qu'on va y aller. Mais la smart money se prépare déjà à poser des ordres là-bas, donc à 40, 30 centimes. On sait pas si on va y aller, mais si on y va, eux ils seront là pour acheter à bon prix. Et c'est ce qu'ils font. Ils achètent tranquillement, ils accumulent sur un mouvement qui baisse. Ok? Et leur but aussi c'était de vendre quand ça montait. Là, on le voit bien. Mais qui vendait ici sur la montée? La smart money aussi, probablement. Très très probablement. Qui a vendu ici massivement? La smart money aussi. Quand on est venu là, complètement parabolique dans les ordres de vente, qui a vendu ici? La smart money. Elle a distribué ici. Puis elle rachète un petit peu plus bas, doucement mais sûrement. Ok? Et donc, comme je le dis, c'est la stratégie que vous devez adopter. Et ne pas acheter quand ça monte bêtement, quand c'est vertical, ça c'est mort. Et quand on est en zone de rechargement et que ça chute, bah faire comme la smart money, tranquillement, je mets des ordres, je sais pas jusqu'où on ira, mais je mets des ordres. Et s'ils sont fil, tant mieux. Ok? Également, on regarde aussi le volume profile, qui peut être un excellent indicateur de localisation. Il faut savoir que les gros creux comme ça sont généralement comblés. Je dis pas qu'on va venir combler ce creux, on peut ne pas venir le combler, mais généralement on y revient parce que c'est des zones dans lesquelles on peut capturer beaucoup de liquidités. Donc là, on a la zone en gros des 29, 22 centimes, et en gros la zone des 39 jusqu'à 80 centimes. Donc dites-vous que là, vous avez à nouveau une zone d'achat assez intéressante. Donc là, on voit que doucement mais sûrement, on entre dedans. Et pour moi, la zone ultime, parce que là, c'est là où on a eu l'accumulation du supply. Ça, je pense qu'on n'y reviendra pas. Ou en tout cas, si on y vient, on ira très rapidement parce qu'il y a trop de gens. Enfin, les whales ont accumulé ici. Donc pour elles, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'on y revienne. À part si elles veulent racheter tout ce qu'elles ont distribué, c'est possible. Mais sinon, là, il y a un bon creux avant justement les accumulations des whales. Donc en gros, ici, il faut se dire que cette zone peut être hyper méga intéressante. Pareil, je sais pas si on va y aller, mais justement, vu que je ne sais pas, bah, au lieu d'acheter quand c'est parabolique et quand tout le monde me dit d'investir et quand même BFM parle du Cardano, parce qu'ici BFM parlait du Cardano, en limite disait oui c'est le nouveau Ethereum ou le nouveau Bitcoin, enfin je sais plus ce qu'il disait, quand les médias parlent d'un truc, cassez-vous aussi. Enfin, cassez-vous d'un asset quand les médias en parlent, ça c'est vraiment un truc très simple. Mais également, je mets mes ordres, j'en programme jusqu'à même 20-23 centimes. Si on n'y va pas, tant pis, c'est pas grave. Ok? Mais si on y va, je serais bien content d'avoir acheté du Cardano quand il chute bien, et après, quand il se retourne, bah, je vais pouvoir me gaver. C'est ça le but. Ok? Et c'est pour ça qu'on dit que généralement, les fortunes se font en bear market. Parce qu'en bear market, c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités. Et donc là, Cardano pourrait donner de bonnes opportunités. Je dis pas qu'on va y aller, bien évidemment. Je vous dis pas, si vous avez du Cardano ici, de tout vendre. Non, on n'est même pas dans des zones de vente. Mais de tranquillement continuer d'accumuler si ça continue de chuter. Maintenant, on va voir quels seraient les signaux d'un bottom pour se dire ok, bon bah maintenant il y a peu de chances que ça se remette à chuter et que donc on n'aura pas les prix qu'on pouvait espérer là-bas. Et donc à ce moment-là, il ne faudra pas être biaisé. Et c'est ça le rôle du trader, c'est de prévoir des plans à l'avance. Parce que si vous êtes en train de prévoir qu'un seul plan et qu'il n'arrive pas, vous allez être dans un environnement que vous ne maîtrisez pas, vous allez faire n'importe quoi. Ah ça monte trop vite, ah bah faut que j'achète parce qu'on reviendra pas là-bas, et au final ça dump, ah bah je vends, et au final ça repump, ah bah je rachète, et vous faites n'importe quoi. Alors que, par exemple dans mon cas, le plan très simple si je voulais accumuler Cardano, c'est quoi? C'est ok,
je peux préparer du DCA, donc c'est-à-dire je DCA tranquillement mais doucement, enfin doucement mais sûrement. Moi je suis plutôt quelqu'un qui va acheter des structures de bottom, pour l'instant je ne les ai pas. Donc pour moi, la seule chose qui pourrait me faire acheter vraiment du Cardano les yeux fermés, c'est plutôt vers le bas de ce creux ici. Donc si on revient entre les 39 et les 45 centimes, pourquoi pas je pourrais acheter du Cardano sans structure. Juste j'achète un bon prix sur le long terme. Et idéalement, une autre zone qui pourrait grave m'intéresser, c'est elle. Donc à l'instant T, je préparais des ordres ici, et là j'y toucherai pas pour l'instant. Par contre, ce qui du coup pourrait annuler la phase de mon plan, si j'avais un plan d'investissement sur le Cardano, qui donc me ferait investir un peu ici et un petit peu là-bas, c'est si on a une structure de retournement avant. Exemple, Cardano se met à faire ça, je laisse tomber les achats là-bas, mais j'entre sur le signal qui est donné ici. C'est une structure de retournement, c'est les mêmes structures qu'on a eues ici, et ça annonce un marché haussier. W ici, ça annonce un marché haussier. Ok? Et donc quand les bottoms se posent, ça sert à rien d'attendre plus bas parce qu'on n'ira pas plus bas. Le bottom aura été posé. Ok? Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, première phase du plan, j'attends les structures, tant qu'elles n'arrivent pas, je me focus plutôt là-bas et là-bas. Si on n'y vient pas, bah tant pis, parce que j'aurai probablement les structures de retournement qui pourront me permettre d'entrer dans le Cardano si je suis intéressé. Également une chose à surveiller sur le Cardano, mais je pense que pour la majorité vous le savez, mais ça c'est pour les débutants vraiment qui commencent, et je reviens dessus, ne regardez pas que le prix. C'est pas parce que Cardano coûte, par exemple à l'heure actuelle, 80 centimes je crois, 82 centimes, qui peut monter à 100 $. Il y a peu de chances que Cardano monte à 100 $. Pourquoi ça? Je sais que beaucoup vont être en désaccord avec ça, non mais c'est possible, oui, mais c'est peu probable. Pourquoi ça? Puisque Cardano a déjà une capitalisation de 28 milliards de dollars. Pour monter à 100 $, il faudrait que Cardano voit comment dirais-je, sa capitalisation faire plus d'un fois 100. Donc on soit à 2700 milliards de dollars. 2700 milliards de dollars, c'est la capitalisation d'Apple. C'est même pas ce que le Bitcoin a. C'est même pas ce que Bitcoin, Ethereum et Tether et BNB ont. Ok? Même le top 10 n'a même pas 2700 milliards de capitalisation. Le marché crypto ne représente même pas 2700 milliards de capitalisation, il en représente 1800 milliards. Comprenez un petit peu où je veux en venir? Donc à l'heure actuelle, tout le marché crypto ne représente même pas 2700 milliards. Donc si un jour Cardano arrive à 2700 milliards de capitalisation, c'est que en gros, le Bitcoin il est à 500 000 $, l'Ethereum il est à 50 000 $, la capitalisation de Tether c'est, je sais pas moi, 1000 milliards, voyez un petit peu où je veux en venir. Donc c'est très peu réaliste. C'est pour ça qu'à l'instant T, si vous investissez dans le Cardano, il faut des objectifs réalistes. Et donc on va voir quels seraient ces objectifs, j'y arrivé, pardon, réaliste. Également, je vais vous montrer l'inflation du Cardano, donc c'est la dilution du supply, ici, qui va vous permettre de voir qu'on a beaucoup d'inflation. Donc Cardano connaît une dilution de ses jetons qui sont quand même assez importantes. Ok. On a une inflation depuis grosso modo 2020 qui est de l'ordre de... Non, ça va franchement, non, je m'attendais à pire, on n'a que 30% d'inflation, franchement c'est très très correct. Donc de ce point de vue-là, je m'attendais à pire, je vais recalculer, voir. Ok, 30% en l'espace de 2 ans environ, franchement c'est très très correct. Franchement ça va. On va aller voir du coup le supply max qui a été programmé pour qu'on ait 45 milliards de Cardano et pas un de plus. Donc quand je vous ai dit le x100, déjà c'est plus, puisque d'ici là il y aura eu encore des Cardano qui auront été dilués. Donc le seul moyen par exemple pour Cardano de voir son prix drastiquement augmenter, ce serait de burn, donc de brûler des tokens, donc de faire ce qu'on appelle de la déflation. Mais Cardano par exemple n'est qu'à 75% de son inflation. Et on le voit, il n'y a pas de déflation sur le Cardano. Il y en a très peu. Il y en a eu un tout petit peu ici. Mais sur le long terme, on est bel et bien dans un token qui est inflationniste et pas déflationniste. Ok? Ce qui veut dire que il sera sujet à sa propre inflation. C'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions. Il y en a 19 millions à l'heure actuelle. Quand on aura 21 millions de Bitcoin en 2140 environ, quand le dernier Bitcoin sera miné, ou quasiment les derniers Bitcoins, à ce moment-là, on n'aura plus d'inflation. Mais le Cardano sera sujet à l'inflation pendant encore des mois et peut-être même des années. Donc ce qui veut dire que un Cardano à 100 $, bah c'est pas possible tant qu'il n'a pas au moins 2700 voire 3000 milliards de market cap. Plus que Apple, c'est pour vous dire. Est-ce que Cardano mérite un market cap supérieur à Apple? Chacun son avis, mais personnellement, je ne pense pas. Est-ce que Cardano fait des chiffres d'affaires monstrueux? Après, Cardano peut être une solution géniale, ou dépassée pour certains, mais est-ce que cette solution mérite un prix en bourse ou en crypto-monnaie plus important qu'Apple, une capitalisation plus forte? Non. Donc vraiment, les débutants, faites très attention. C'est pas parce qu'un truc coûte 82 centimes qu'il peut monter à 100 $. Si votre pote qui n'y connaît pas grand-chose vous a dit oui, t'inquiète, achète à 50 centimes, ça va monter à 100 $, ou même achète à 1 $, ça va monter à 100, bullshit. Une capitalisation réaliste
si jamais par exemple on a un marché crypto, et là je parle du marché crypto entier, hein, qui monte à 10 000 milliards de capitalisation, donc 1 fois 3 environ depuis le sommet du market cap total des cryptos. Il faut savoir que quand on était sur un record de capitalisation pour les crypto-monnaies, environ 3 000 milliards, Cardano représentait 92 milliards environ. Un petit peu plus, allez, 94 milliards je crois. 95 milliards de market cap. Si on monte à 10 000 milliards, qui correspond à une capitalisation similaire à l'or c'est environ 13 000 milliards, Cardano, on pourrait se dire que si il suit le ratio qu'il a eu précédemment, il aurait environ 300 milliards de capitalisation. Donc ce qui veut dire que son prix serait 3 fois plus élevé que son ATH précédent en moyenne. Donc en gros, si jamais le marché crypto atteint 10 000 milliards de capitalisation, actuellement c'est 1800 milliards, si Cardano suit le même ratio précédent, il serait environ à 9 dollars. Donc déjà on est bien loin des 100 dollars, et des fois je peux voir du côté des débutants qui ne connaissent pas grand chose et qui se disent bon ça coûte 80 centimes, c'est déjà monté à 3,50$ ou 3 dollars, ça va monter à 100 dollars ou 50 dollars. Non, c'est très peu probable. Donc quels seraient les objectifs réalistes? Si j'investis au prix actuel, un professionnel déjà va sécuriser ses investissements au niveau des 0,382. C'est une zone dans laquelle on gère son risque. Et en gros, ici, on essaye de récupérer des profits. 1,60$, il faut déjà que la position soit sécurisée, même si c'est de l'investissement. Sachant qu'on est sur un market cap assez important, on va privilégier aussi un retracement de moitié, l'équilibre. Donc 1,92$ environ. Donc déjà, dans cette zone, il faut que les investissements soient sécurisés, que du profit ait été récupéré. Et une zone dans laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est la zone de rechargement de short. J'en parlais sur Luna. Du coup, sur Luna, là, on est en train d'être rejeté, c'est pas trop beau ce qui se dessine, je ferai peut-être une mise à jour la semaine prochaine. Mais là, actuellement, pareil, si Cardano revient là-dedans, dites-vous que ça, c'est une opportunité de revendre du Cardano à un excellent prix si les gens sont euphoriques. Et également, tous ceux malheureusement qui ont acheté là et qui sont coincés et qui se disent non, mais de toute façon, je hold de long terme, on va aller à 100 dollars. Dites-vous que si le marché revient ici et qu'il faiblit, c'est-à-dire que vous le voyez commencer à faire ça, un peu comme Luna actuellement, hein, ceux qui sont investis dans Luna, et si vous êtes coincé au top, Luna, il vous fait peut-être une opportunité de vous barrer. Parce que là, il a fait le retracement en zone de rechargement de short. Ici. Et là, on voit que les M se reforment. Ça, c'est vraiment pas bon ce qu'on voit sur Luna. Mais je ferai une mise à jour cette semaine. Mais d'ailleurs, pour les investisseurs de Luna, là, il y a vraiment un signal de take profit qui est donné à l'heure où je vous parle. Mais je ferai une mise à jour la semaine prochaine, probablement. Je reviens sur Cardano. Mais pareil, si jamais Cardano il revient là-bas, faut pas avoir une mentalité to the moon. La mentalité to the moon accumulation, faut l'avoir actuellement. Et encore, là, on n'est même pas dans une mentalité to the moon. On est dans une mentalité sympa. Le prix redevient intéressant pour de l'investissement long terme. Mais c'est tout. Mais par contre, si on pose un petit bottom là et qu'on remonte, dites-vous que là-dedans, si on y revient, vraiment, prenez des bénéfices. Et ceux qui sont coincés, également, hedgez votre portefeuille. C'est-à-dire que si vous avez 50% de votre portefeuille investi dans le Cardano, vous êtes bloqué tout en haut, si on y revient, mais vendez beaucoup de Cardano. Comme ça va vous permettre de hedger votre portefeuille, de sortir d'une position qui est mauvaise. Puisqu'on n'est pas en zone de rechargement d'achat, c'est pas une zone dans laquelle on souhaite investir ou acheter même pour du long terme. Pour de l'investissement donc. Ou pour quelconque trade, à part des trades de continuation. Mais ici, il n'y en avait pas. Donc ça, c'est extrêmement important. Ok. Et également, il ne faut pas oublier que Cardano, il y a encore de ça 2 ans, c'était 3 milliards de market cap. Ok. Donc, on peut voir son market cap peut encore chuter, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je dis pas que je suis bearish sur Cardano. Je dis juste que ça sert à rien d'avoir l'esprit to the moon. Oui, Cardano va exploser, etc. Non. Cardano, faut qu'il pose un bottom. Pour l'instant, c'est pas trop encore ça. Au niveau du momentum, doucement mais sûrement, le momentum se contracte, ce qui veut dire qu'on aura de la volatilité bientôt. On a validé ici un bon signal de momentum haussier, ici, là, en daily. Donc peu à peu, on commence à avoir des signaux de momentum. Donc, en gros, ça signifie qu'on est en train de neutraliser la force vendeuse. En gros, on est en train de, voilà, on arrive à neutraliser la force vendeuse, mais c'est tout. Ok. Ce qu'il faut ensuite, c'est une reprise de dynamique haussière, donc que les W se forment. Si Cardano recasse les 1 $, il y a un signal vachement intéressant de reprise de dynamique haussière dans la zone de rechargement, et donc on pourrait viser les objectifs qu'on a vus précédemment, premier arrêt, retracement de moitié, les zones de rechargement de short. Idéalement, hop, ce qu'il faudrait, c'est idéalement casser la trendline, ok, et derrière, instaurer une dynamique haussière. Si on a ça, ok, Cardano sera mature pour faire ce qu'on appelle un mouvement de retracement. Pour l'instant, vous voyez que c'est pas encore le cas, mais ça n'empêche en rien qu'on peut commencer ce qu'on a vu ensemble, le DCA, comme le font les professionnels, parce qu'on les a cramés sur Binance, tout simplement. Ok. Et je crois que Coinbase a une paire aussi. Je vais vérifier, mais je sais pas du tout.
Binance, mais Coinbase aussi peut-être. On peut aussi voir ce que font les pros sur Coinbase, il n'y a pas de problème. Alors, pareil ici. Les pros sont probablement en train d'accumuler. Et là, on voit, hein, ils ont accumulé aussi pas mal dans les 1$. Ici. Et là, pareil sur Coinbase, on voit que ça veut massivement aussi accumuler dans ces zones. On peut ne pas y aller, bien évidemment. Mais si le prix continue de chuter, qui se gave ici, bon bah c'est la smart money, les whales qui achètent tranquillement. En ordre limite. Là où ils ont distribué, ici vous voyez, là c'est vraiment foncé, c'est que les mecs ont vraiment bien distribué en haut et ont distribué sur la montée et sur les rebonds. Ok, et achètent tranquillement quand le prix chute et font ce qu'on appelle du dollar cost average, mais de façon intelligente, dans des bonnes zones. Ok, et si là je mets les plus gros ordres, bon, on voit que là ça se voit bien, mais je pense que je vais passer en daily. Mais ouais, là ça se voit bien quand même. Ou ça veut pas mal acheter dans ces ordres de prix. Donc faites comme eux. Si on n'y va pas, c'est qu'il y aura une structure de bottom avant. Ok. Donc je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, honnêtement. Si, dernière chose à dire, donc c'est un brief encore assez conséquent, mais bon, ça méritait une grosse update Cardano. On a ici, comment dirais-je, des spreads négatifs. Ok. Les spreads négatifs veut dire en gros que le sentiment commence à être pas mal baissier. Mais le sentiment peut rester baissier très très longtemps. Par exemple, ici, alors, on a eu des spreads négatifs, bon, une petite période, ça va, même ici une petite période. Donc là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des spreads négatifs, mais c'est pas pour autant qu'on a le bottom. Ça veut juste dire qu'actuellement, sur les contrats dérivés, on est en train d'accumuler des shorts et des shorts et des shorts et des shorts, et qu'on va les défoncer à un moment ou à un autre, comme ici en gros. On a accumulé beaucoup de shorts, donc là on a mis du temps, hein, de mai jusqu'à août, on les a accumulés pour les défoncer ensuite. Donc là pareil, depuis décembre on les accumule, mais c'est pas pour autant que le bottom va se poser maintenant. Mais dites-vous que tôt ou tard, il y aura quand même un short squeeze assez intéressant, et c'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances que le Cardano puisse au moins regagner au-dessus de cette zone. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Mais tôt ou tard, le Cardano fera un rallye type short squeeze qui, au moins, pourrait le remonter jusqu'au 1,60$, histoire de sortir tous les vendeurs qu'on a accumulés. Et également, les spreads vous permettent de savoir quand on est dans un environnement où l'investissement est intéressant. On essaye d'investir quand un marché est plat et qu'il y a des spreads négatifs. Ça veut dire que les gens ont capitulé et qu'ils ont la haine, que le prix est chuté et qu'ils sont bearish. En gros, ils sont dans le déni, dans le désespoir. Alors que quand on a des spreads hyper positifs, comme ici, c'est le top. Spread positif ici, les gens pensent que ça va monter, ça chute. Là, les gens ont un spread négatif, ici. Donc peu à peu, les gens sont en train de se faire à l'idée que, ok, Cardano va continuer de chuter, et on va le shorter. Sauf que c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, le short squeeze peut arriver justement. Ok. Pareil ici, des spreads ultra positifs, c'était le top. Ok. Donc les spreads aussi peuvent vous aider. Le spread, c'est simplement ADA USDT perp moins ADA USDT. Ok. Et donc là, par exemple, spread négatif, la volatilité est en train de se réduire. On voit qu'on a des amplitudes de moins en moins importantes. Vous regardez les bandes de Bollinger, vous voyez ici, quand elles vont commencer à se contracter comme ça, c'est qu'on sera vraiment très peu volatile. Et là, pourquoi pas reprendre un mouvement haussier. Également, les bandes de Bollinger peuvent vous aider. Mais là, à l'instant T, je vois pas encore de signe de bottom sur Cardano, à part si on casse 1$, et je sais pas si ce sera un bottom long terme, mais ce sera au moins un bottom court terme qui déclenchera le rallye short squeeze, on va l'appeler comme ça, qui pourrait donc nous ramener vers les 1,60$, je pense, dans un premier temps, et peut-être plus haut ensuite. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu des idées de comment votre trading peut fonctionner. Si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur tout cela et aussi développer vos propres stratégies, vous pouvez rejoindre l'école, c'est ce que je fais avec les élèves, on a des cours dessus et surtout dans les briefs, je vois énormément ça avec eux, le développement de stratégies et comment suivre sa stratégie et comment les créer, quels sont les outils techniques qui peuvent permettre de le faire. Donc il y a des cours dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé via le Patreon, c'est un peu tard. Le Patreon, c'est en début de mois, donc ce sera début avril. Pour les paiements crypto, en revanche, c'est quand vous le souhaitez, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Vous avez les adresses ici, ok, vous avez les montants ici, et vous avez aussi un petit site qui vous permet de faire les conversions s'il y a besoin de la faire en BNB ou autre. Ça dépend du montant du token que vous voulez utiliser pour votre paiement. Pour les meilleurs réseaux, passez via le BEP20, c'est le réseau avec le moins de frais actuellement. Une fois que vous avez fait la transaction, n'hésitez pas à envoyer le TXID, absolument, il faut l'envoyer à un des professeurs, donc on est connecté en haut à droite, vous nous envoyez le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit, il le valide et comme ça vous avez accès à l'école. Le TXID, c'est l'idée de transaction, c'est ce qui nous permet de voir si la transaction a bien été faite, comme ça c'est validé et on peut vous mettre le rôle élève. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser dans le Discord ou en commentaire de cette vidéo, je pourrai répondre. Et du coup, on se retrouve lundi matin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Et également, on se retrouve lundi matin. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.